Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre saison 2 des meet-ups de DevApps. J'espère que tout le monde va bien. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/DevApps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/DevApps. Alors, dans un premier temps, aujourd'hui, il ne va pas y avoir d'actualité parce que, comme je le disais en offline juste avant, il n'y a pas eu grand-chose à part le nouveau gouvernement belge, comme vous dites, qui a été désigné. Ça mérite une minute de silence. Donc, moi, j'ai rien vu, à moins que vous ayez vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui parlait de Edge sous Linux qui va apparaître bientôt. Bon, mais à part ça, ouais. Bon, si, il y a une fonction de capture d'écran sous Edge qui est apparue. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait apparaître ça maintenant. Enfin, ils rajoutent cette fonctionnalité dans Edge. Mais moi, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est nouveau, ça? Parce que, je suis moi tombé dessus, mais je ne savais pas que c'était nouveau. Ouais. Bon, pour l'instant, ça n'apporte pas grand-chose. Je pense qu'ils ont en tête des fonctionnalités supplémentaires un petit peu plus évoluées. Mais bon. À propos de Edge, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, mais je ne sais pas non plus si c'est nouveau, mais il te dit quand il y a des mises à jour maintenant. Avant, il te le disait au démarrage. Maintenant, tu as une icône verte pour dire tiens, il y a des mises à jour et cliquer dessus. C'est rigolo. Ça fait des mois que c'est comme ça. Ah, ouais. Sur la version dev, en tout cas. Ouais, moi, j'ai fermé ton browser un peu fréquemment avant. Ça paraît que si tu gardes ton browser ouvert très très longtemps et qu'il ne peut pas redémarrer. Ah, et il a redémarré ce matin. Donc, bizarre. Mais bon. Moi, j'ai la version Canary depuis le début et c'est vrai que ça fait un moment que ça s'est apparu. Moi, j'ai eu un petit problème justement avec la version Canary. Quand j'allais sous outlook.com, impossible d'envoyer un email. Dès que je cliquais sur envoyer un email, j'avais à ce moment-là la page qui disparaissait. Bon, je pense que c'est la version Canary, ça va être corrigé. Bien, donc aujourd'hui, on a deux sujets qui vont être débattus. Un premier sujet par Damien qui va nous parler de l'injection de dépendance sous .NET Core, en espérant que son micro fonctionne mieux que la semaine dernière. On a testé hier, ça marchait. Bon, et suite aux actus de la semaine dernière, il y a Laurent qui s'est proposé de nous faire une démo de GitHub Codespace pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Il a travaillé pendant des heures et des heures sur sa présentation. C'est lui qui a fait péter Office 365 alors pendant la nuit à force de travailler dessus. Oui, ça doit être ça. Oui. Bien, écoutez, on va attaquer tout de suite. Damien, je te laisse la main. Oui. Si tu as activé ton micro, ce serait bien. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, en parlant de GitHub, j'ai créé un projet la semaine passée. Donc, on est toujours en branche master. Donc, la branche main, c'est toujours pas actif un peu de partout. Alors, je vais partager mon écran. Oh. Et vous me dites simplement quand vous le voyez, comme ça je peux démarrer. Impeccable. Ok, super. Donc le sujet, comme Richard l'a dit, c'est l'injection de dépendance en .NET Core. Alors, pour bien comprendre tout d'abord l'utilité de l'injection de dépendance, reprenons un exemple très simple, c'est-à-dire une petite classe qui travaille pour Opel et qui récupère la liste de noms des voitures. Alors, il n'y a pas grand-chose, c'est 2 lignes. Cependant, dans ces 2 lignes, on peut voir un premier souci. Mais la première chose, c'est qu'on a un lien fort entre notre classe MainView et notre classe Opel Service. C'est-à-dire que notre classe MainView dépend de l'implémentation de la classe Opel Service. Et ça peut causer plusieurs soucis. Par exemple, si le constructeur d'Opel Service change de signature, il faut passer dans toutes les méthodes où on instancie l'Opel Service pour intégrer cette nouvelle signature. Le deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas faire des tests unitaires vu qu'il n'y a aucun moyen de moquer notre classe Opel Service. Un autre point, c'est qu'on ne respecte pas le S des principes solides vu que notre classe ne se contente pas uniquement de retourner le nom des voitures, mais également d'instancier un objet de type Opel Service. Et donc, c'est un petit peu tous ces points qui ont amené à l'introduction de l'injection de dépendance,
que vous connaissez, je pense, un petit peu tous. Et cette injection de dépendance, elle va nous apporter un avantage au niveau de la maintenance, parce que le fait d'avoir des classes qui ont un lien léger, le fait de promouvoir, entre guillemets, le principe de single responsibility, ça va faire qu'on va avoir des classes qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus courtes, et donc plus faciles à maintenir. Et on en discutait encore avec Denis hier, comme on passe beaucoup de temps à maintenir une application, et même plus de temps à maintenir une application qu'à l'écrire, c'est toujours intéressant d'avoir une application qui est maintenable. Alors, indirectement lié à la maintenabilité, on a la rééditabilité, c'est-à-dire que le fait d'avoir des classes beaucoup plus simples à lire, c'est beaucoup plus facile que de lire des gros bouts de code bien complexes et dans lesquels il faut intervenir. Et troisième point, comme j'ai dit tout à l'heure, la testabilité, c'est-à-dire le fait d'injecter notre dépendance, on va injecter les dépendances et non pas les implémentations, ce qui fait qu'on pourra moquer nos classes et qu'on pourra faire des tests unitaires sur notre projet. Alors, comment ça fonctionne? On a 3 possibilités pour injecter nos dépendances. Alors, on peut soit injecter via une méthode, donc ici, j'appellerai une méthode setOpenService, dans laquelle j'injecterai ma dépendance. On pourrait également injecter notre dépendance via une propriété, juste avec un setter, et dans ce cas-là, on récupère notre dépendance via une propriété. Et enfin, la troisième méthode, on peut injecter notre dépendance directement dans le constructeur. Alors, c'est la méthode qui est la plus utilisée, et c'est la méthode que je préfère. Pourquoi? Parce que uniquement en lisant le constructeur, on peut déjà voir de quoi notre classe dépend. On peut voir toutes les dépendances qui vont être utilisées par notre classe, rien qu'en analysant le constructeur. Alors, et puis, ça a aussi un autre avantage par rapport aux autres méthodes. Moi, ce que je vois, c'est que là, par définition, les Opel Services dans les autres méthodes peuvent être modifiés en cours de vie de ta classe MainView. Oui, alors que dans ton MainView avec le constructeur, comme il est en read-only, c'est uniquement au moment de l'instanciation qu'on définit quel est le service qui va être utilisé. Oui, c'est exact. Alors, ouais, j'ai juste. Il y a un dernier point ici, c'est qu'on est toujours sur Opel Service, donc en fait, on dépend toujours de l'implémentation d'Opel Service, ce qui fait qu'on a toujours un lien fort entre une classe MainView et une classe Opel Service. Et pour résoudre ce problème, on va tout simplement remplacer notre implémentation par une interface. Et donc, dans ce cas-là, on va remplacer Opel Service par iCar Service. Et comme ça, notre classe MainView ne dépend plus de l'implémentation de Opel Service. Et on se débarrasse de notre lien fort qui existait entre les deux. Alors, ce n'est pas une surprise, je pense que tout le monde le sait. En .NET Core, il y a déjà un container IOC prévu dedans. Comment est-ce qu'il fonctionne? Si vous regardez dans votre startup.cs ou dans votre programme.cs, ça dépend comment vous avez conçu votre projet, vous avez une petite méthode configure service qui prend en paramètre une iService collection. Si on passe en mode debug, on met un petit breakpoint, ce qu'on peut voir, c'est que notre... Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran. Si. Ok, super. On peut voir que notre service, iService Collections, son implémentation, c'est Service Collection. Alors, c'est pas une surprise. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Service Collection, au fait, ça correspond plus ou moins à un tableau de services descriptors. Donc, on a les insert, les remove, les index app, etc. Et on prend toujours des services descriptors. Alors, cette classe ne contient que des méthodes pour gérer ce tableau. Mais ceux qui ont déjà fait du .NET Core, vous savez déjà qu'on n'utilise jamais ces méthodes. Et nous verrons après pourquoi. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que contient cette petite classe de type service descriptor. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient tout d'abord un implementation type et un service type. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans notre cadre, dans notre exemple qu'on avait au tout début, le service type, ce serait de type Opel Service. Et l'implémentation type, c'est de type iCar Service. Donc, c'est via ce service descriptor qui va retenir la référence
entre l'implémentation et l'interface. C'est pas l'inverse? L'implémentation, c'est Opel Service et les service types, Ouais. c'est iCar Service. Merci, Ouais. Richard. Je suis. On a également la possibilité de passer une instance en paramètres, donc l'implémentation instance. Lorsqu'on enregistre nos dépendances, on peut directement lui donner une instance qu'on créerait nous-mêmes et qui serait enregistrée. Donc, plutôt que de créer une instance par défaut, on peut créer une instance nous-mêmes et l'enregistrer quand on enregistre notre dépendance. L'implementation factory, c'est dans le cas, on peut aussi, c'est plutôt pour expliquer comment on va créer notre instance de notre dépendance. Alors, c'est très peu utilisé, c'est principalement utilisé dans le cas où vous commencez à faire de l'injection de dépendance dans un contexte où il n'y a pas du tout d'injection de dépendance. Donc, c'est pour pouvoir créer vos objets qui seront un peu plus complexes à créer parce que justement, il n'existait pas encore cette injection de dépendance. Et le dernier point pour le descripteur, c'est la durée de vie. Alors, la durée de vie, ça peut être singleton, scope ou transient, et on verra la différence des trois après. Donc, pour résumer, en fait, qu'est-ce qu'on fait en .NET Core? On enregistre dans une classe service collection une série de services descripteurs qui correspond à notre dépendance et notre implémentation de cette dépendance. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'utilisera jamais les méthodes d'insert ou de remove du tableau dans Service Collection. On va utiliser des méthodes qui sont addScope, addTransient et addSingleton, qui sont disponibles en fait dans la librairie Microsoft Extension Dependency Injection.abstraction. En fait, ce sont des méthodes d'extension sur la classe Service Collection qui sont fournies dans la classe Service Collection Service Extension. Donc en fait, on travaille avec des méthodes d'extension pour ajouter nos dépendances en .NET Core. Alors, la différence entre les trois, c'est la transient, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va injecter notre dépendance dans une classe, on va créer une nouvelle instance. Le singleton, c'est l'inverse, c'est comme le design pattern, c'est à chaque fois qu'on va injecter notre dépendance dans une classe, ce sera toujours la même instance qui sera injectée. D'ailleurs, quand vous codez en .NET Core, ça ne sert plus à rien de coder vous-même une classe singleton, vu que vous savez l'enregistrer en tant que singleton, et lui-même va gérer tous les accès traits safe, etc., qu'on connaît, les problèmes connus du singleton. Qui est mal. Qui est mal. Et enfin, le addScope. Alors, le addScope, c'est-à-dire qu'une instance de la dépendance va créer à chaque request. Donc, pour bien comprendre la différence entre les trois, je vais prendre un petit exemple. Alors, on a injecté chaque fois la dépendance dans un contrôleur, mais en plus de ce contrôleur, on injecte une classe Operation Service qui contient également une deuxième fois notre dépendance. Alors, pour le singleton, comme je l'ai dit, c'est toujours la même dépendance. Donc, notre classe opération, elle affiche un GUID et on peut voir que c'est toujours le même GUID qui est affiché. Si on regarde notre scope, pour une même requête, on a le même GUID qui est injecté, c'est-à-dire qu'on a la même dépendance, que ce soit au niveau du contrôleur ou au niveau de l'Operation Service, c'est la même instance qui est injectée. Si on réexécute une deuxième fois la page, on verra que pour ce fameux scope, on aura un nouveau GUID qui sera injecté dans les deux. Et pour terminer, transient, donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on injecte la dépendance, on crée une nouvelle instance. Et donc forcément, on aura à chaque fois un GUID différent à chaque fois qu'on va l'injecter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce cycle de vie? Oui, alors moi j'ai juste une petite question. Le scope, est-ce que c'est vraiment spécifique à tout ce qui est, j'allais dire, ASP.NET, ou est-ce que ça peut être utilisé et comment ça peut être utilisé dans d'autres contextes? Alors, dans .NET Core, c'est vraiment typique pour moi ASP.NET. Il y a d'autres containers IEC, comme par exemple Autofuck, qui lui peut créer des scopes, des contextes. Donc on pourrait nous-mêmes créer des scopes dans certains contextes. Mais ici, c'est vraiment par request. D'accord.
Alors, Pour info, tu as une méthode qui s'appelle createScope. Si tu veux créer un scope sur ton service C'est ça. container, là. Et en fait, c'est juste qu'ASP.NET Perl fait pour toi, à chaque requête, il crée un scope et dans le contexte de la requête, tu es dans son scope que lui a créé. Mais sinon, tu peux en créer autant que tu veux. Tu peux même créer des sous-scopes dans ta request si tu veux. D'accord, donc dans une application, par exemple une application WPF, tu peux t'amuser à avoir quand même du scope. Ouais. Si tu voulais faire par exemple un scope pour ta window, crée un scope Mhm. pour ta window ou ce que tu veux. D'accord. J'ai un Du coup, poste j'ai qui montre une ça, question de ce côté-là. Richard. Lorsque tu crées un nouveau scope à chaque fois, est-ce qu'il va. Donc, j'imagine que l'ID scoped sera différente, mais le singleton, j'imagine qu'il va être le même. Oui, Ok. D'accord. singleton, c'est vraiment, il bouge pas. Il faut vraiment le voir comme une classe singleton qu'on créerait nous-mêmes. Alors, juste une remarque, là, il y a Laurent qui a fait un article là, justement sur l'IOC avec WPF. Ok, super. Il l'a mis dans les discussions du projet. En fait, il y en a deux. Ah, Merci, il Laurent. fait sa pub. Hein. Ah non, c'est le sujet. Donc, c'était une très bonne question de ta part. Alors, pour en revenir à l'injection de dépendance, donc comme je l'ai dit, on injecte nos dépendances dans les constructeurs. Ça se fait automatiquement par notre container IOC. Il faut savoir qu'il existe également une interface qui est iService Provider, qui, elle, permet au fait de récupérer à n'importe quel moment nos dépendances. Donc, si je comparais deux exemples, je pourrais par exemple injecter dans mon constructeur le iService Provider et récupérer ma dépendance dans ce constructeur en faisant service provider.getService. Alors, comme je l'ai dit, on travaille uniquement avec des extensions. Et notamment, il y a une extension qui est, enfin, avec des méthodes d'extension pour être précis. Il y a la fameuse méthode, la fameuse extension très connue pour Entity Framework qui est Entity Framework Service Collection Extensions. La préférée de Richard. Ouais. De Denis aussi. Je ferme les yeux là. Moi, je t'accompagne, Richard. Et au fait, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, j'ai mis un petit peu la définition dessus. C'est simplement une classe qui contient des méthodes d'extension et qui va rajouter des méthodes sur notre interface iService Collection qui nous permet d'enregistrer nos DB Context Entity Framework. Alors, j'ai pris Entity Framework comme exemple. Il y a aussi des méthodes d'extension, par exemple, pour Swagger. Il y a des méthodes d'extension, par exemple, qui sont HTTP Client, dans le cas où vous avez des dépendances qui utilisent HTTP Client, etc. Alors, le souci qu'on pourrait avoir, c'est, du coup, comme on injecte tout, comme on enregistre toutes nos dépendances dans Configure Services, c'est qu'on risque de se retrouver avec une méthode qui peut devenir très longue. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fans de clean code dans DevOps, et les méthodes qui sont très longues, personne n'aime ça. Et ici, si je regarde bien, je fais trois choses différentes. Ça lui aide rien. J'ajoute le contrôleur, j'ajoute mes dépendances de type opération, et j'ajoute pour Richard mon DB Context. Donc, je fais trois choses différentes. On pourrait nettoyer ça. Alors, comme je vous l'ai dit depuis tantôt, on travaille avec des méthodes d'extension. On pourrait créer nous-mêmes notre petite classe iService Collection Extension qui contiendrait des méthodes d'extension. Et dans ce cas-là, on pourrait diviser en plusieurs parties. On aurait une méthode d'extension qui enregistrerait nos opérations, nos dépendances de type opération, et une deuxième méthode d'extension qui enregistrerait notre DB Context. Et si on travaille ainsi, on pourrait se retrouver présent avec un Configure Services beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible. Alors ici, l'exemple est assez court parce que je vais être trois tirs. Donc, quand vous avez des très longs Configure Services, ça peut nettoyer un peu votre code. Alors, si vous avez déjà travaillé avec un autre container IOC, il faut savoir que vous pouvez également l'utiliser en .NET Core 3.1. Comment ça fonctionne? Alors, je vais montrer l'exemple pour AutoFac, mais vous pouvez le faire avec celui, enfin presque celui que vous voulez.
Pour Autofac, il nous suffit d'implémenter les packages NuGet Autofac et Autofac Extension Dependency Injection et de rajouter dans notre programme.cs une petite ligne qui est New Service Provider Factory, New Autofac Service Provider Factory. Cette ligne va lui dire attention, j'utilise également Autofac comme container IOC. Et ensuite, il faut dans ce cas-là que l'IOC, ils connaissent le système d'injection de dépendance de .NET Core pour pouvoir se brancher à la place. Quoi. Attention que ce n'est pas à la place. Tu peux combiner les deux. D'accord. Quel est l'intérêt d'en avoir deux? Alors, l'intérêt d'en avoir deux, il y en aura. L'intérêt d'utiliser un autre container, c'est parce que ce container IOC aurait des fonctionnalités que tu aurais besoin et qui n'existent pas en .NET Core. S'il n'y a pas d'autres fonctionnalités, en plus que celui de .NET Core, ça ne sert à rien d'en mettre un autre, évidemment. En soi, normalement, il y avait une étude qui avait été réalisée. Tu avais 90% des cas de l'injection de dépendance au niveau de .NET Core qui avait été résolu avec la nouvelle version de l'injecteur de dépendance. Et les 10% qui restaient, c'était des trucs qui étaient vraiment superficiels et qui étaient utilisés dans des cas trop bien spécifiques. C'est ça. Mais encore une fois, je me répète, s'il n'y a pas de fonctionnalité en plus, ça ne sert à rien d'aller mettre un autre container IOC. Hein. Mais voilà, ici, je voulais simplement montrer qu'on pouvait le faire. OK. Ah, on t'entend plus. T'as coupé ton micro, ce qui est un peu... Excusez-moi, oui. Ah, donc, je disais... Activer l'RTX. S'il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire, ne remplacez pas le container IOC, ça ne sert à rien, comme dit Adrien. C'est vraiment dans des cas bien spécifiques, mais au moins vous savez que c'est possible de le faire. Et c'est possible de le faire donc en modifiant le programme.cs pour ajouter cette petite ligne ici. Et dans notre startup.cs, on enregistre nos modules pour Autofac. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions concernant la gestion de dépendance. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Oui, moi j'avais une petite question. Pardon. C'est dans le cas où on utilise les constructeurs pour l'injection de dépendance des services qui sont utilisés, comment ça se passe si on prévoit, si on imagine d'avoir plusieurs constructeurs? Je pense par exemple avec des constructeurs où j'ai par exemple un connection string qui viendrait, qui serait aussi à l'intérieur. Alors dans ce cas-là, je te conseillerais de créer une instance toi-même et d'enregistrer ton instance quand tu enregistres ta dépendance. Il ne choisit pas celle qui a le plus de paramètres en premier, celle qui est la plus complexe? Ça, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Ouais, c'est ça le comportement par défaut. Et je crois que tu as un attribut si tu as besoin de spécifier laquelle tu veux utiliser autrement. Parce que moi, dans un autre projet, là, j'utilise l'injection de dépendance de MVVM Lite, où là, il y a effectivement un attribut qui est préféré de constructeur, je crois, un truc comme ça, qui permet de définir celui qu'on veut, quoi. Moi, au niveau constructeur, j'ai aussi constructeur, la manière dont on le passe, j'ai aussi une question, mais plus de bonne pratique, ce que vous pensez. C'est est-ce que vous trouvez que c'est plus mieux de travailler avec des constructeurs dans lesquels on aura, par exemple, des services multiples, donc 5 services qu'on va injecter, donc et qui vont être injectés, ou bien de passer par une sorte de factory, de pattern factory qui va centraliser tout ça? Qu'est-ce que vous faites en général? C'est-à-dire, est-ce que vous créez une classe factory dans laquelle vous allez avoir la récupération des injections de dépendance et on injecte un seul élément factory, ou est-ce qu'on en injecte 5 services? Moi, je préfère injecter les 5, parce que comme ça, si jamais tu es obligé d'en enregistrer une, ça va se planter. Et comme ça, tu sais directement ta classe, quelle dépendance elle utilise. Tu peux faire un mix des deux en soi. Tu pourras avoir une factory qui est dans l'injecteur de dépendance. Oui, c'est ça. Il faut aussi se poser la question pourquoi tu as 5 ou 10 dépendances, quoi. Tu n'as peut-être pas besoin d'autant. C'est peut-être un code smell aussi. Et tu as surtout le fait que derrière, l'injection de dépendance se rapporte beaucoup à la méthodologie, enfin, je ne sais pas si c'est la méthodologie qu'on appelle ça, mais le solid principle.
Et dedans, tu vas surtout avoir l'isolation et la partie liée, même si elle n'est pas forcément dans l'abréviation du solide, du Keep It Simple Stupid. Et te dire que si jamais ta classe va faire au niveau du solide plus que 50 lignes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de ton single responsibility qui n'est pas bien géré dedans, en tout cas. C'est vrai, on voit peut-être plus facilement les responsabilités, effectivement. Ouais. C'est comme je disais, mais tu n'étais pas encore là, Adrien, au début, l'injection de dépendance a tendance à mettre en avant le S de solide, donc le single responsibility. Ouais. Ouais. Il y a d'autres façons aussi de parler d'injection de dépendance qui n'ont pas été présentées là, mais qui sont vraiment spécifiques sur SPNet Core. Mais au niveau des contrôleurs, par exemple, quand on a une méthode, on peut directement mettre un service spécifique au niveau de la méthode. Et parfois, quand on a, je sais pas, si on a 5 routes dans le même contrôleur, on a peut-être une grande partie des routes qui vont utiliser les mêmes dépendances, et juste une route qui va utiliser un service en plus. On peut mettre ce service-là directement au niveau de la méthode. SPNet Core, je peux te mettre un lien dans la doc, doc si tu veux. Il y a un attribut, c'est From Services. Ok, moi ce que je fais souvent, c'est surtout dans la partie Resort, c'est d'utiliser des view components, je vais y arriver, qui permettent de voir cette partie-là qui est gérée à part. Mais si c'est dans le cas d'une Web API, effectivement, on ne sait pas avoir un view component à ce moment-là. J'ai mis le lien dans la doc, dans le chat. Merci à toi. Merci. Oui, ça peut être aussi, j'allais dire, comme les classes où il y a 250 paramètres dans le constructeur, le fait d'avoir besoin d'utiliser cette méthode, c'est peut-être aussi un signe comme quoi on a un problème au niveau de la construction de son contrôleur, non? C'est une question sur un retour d'expérience que tu as là. Oui, c'est moi qui l'ai codé, c'est pour ça. Tes code reviews avec toi-même doivent être difficiles. Oui, je suis pas d'accord. Non, pour moi, effectivement, c'est un problème en soi. Si tu as trop d'arguments dans tes constructeurs, c'est un problème. Maintenant, c'est dans le livre Coder proprement, c'est en français dans ce cas-ci, mais c'est Robert C. Martin, il explique dans son livre que si jamais tu as plus de 3 paramètres, à ce moment-là, tu devrais peut-être réaliser une classe qui va encapsuler ces 3 paramètres. C'est une façon. C'est le clean code traduit en français. Ouais. Faut aller en France. En vacances, je l'ai trouvé. Ouais, si tu utilises par exemple ndepend, il te le met, ça, il te signale les méthodes, et ça s'arrête pas uniquement au constructeur, les méthodes qui ont trop de paramètres, comme quoi c'est louche, quoi. SonarCube te le fait aussi, hein, dans certains paramètres. Ça, c'est intéressant. Ouais. Oui, je crois qu'on peut le faire aussi avec SonarCube. Tiens, et une chose aussi, mais je n'ai jamais regardé, est-ce qu'en .NET Core, en Blazor par exemple, heureusement que Christophe n'est pas là, on aurait parlé de ça aussi, on peut rajouter, donc faire des propriétés et rajouter un attribut inject qui est automatiquement rempli par l'injecteur de dépendance. Je trouve ça dans certains cas. C'est spécifique Blazor. Hein. Ils n'ont pas l'injection par constructeur. C'est vraiment que par properties. C'est ça. Et donc ça n'existe que dans Blazor. Ouais. Je trouve ça dommage parce que je me dis en .NET classique, entre guillemets, ça serait cool aussi d'avoir ce genre de fonctionnement. L'injecteur par propriété ? Oui. Microsoft l'a retiré et ils avaient expliqué pourquoi. Si je me souviens bien, c'est parce que ça manquait de clarté au niveau de la construction des objets. Parce que le problème, c'est que à ce moment-là, on ne voyait plus la possibilité de savoir si la propriété était utilisée, enfin l'injection de dépendance, le service dépendant était utilisé ou non. Oui, ça je suis d'accord, mais avoir les deux. Ça a quand même une utilité. Moi, la seule façon dont je l'accepte, c'est par exemple pour injecter une dépendance qui est pas nécessaire dans ta classe. Par exemple, une classe de log ou ce genre de choses. J'aurais tendance à te dire qu'à ce moment-là, peut-être que la classe que tu utilises actuellement, au niveau de son isolation, n'est pas bonne. Sa single responsibility n'est pas bonne non plus. Pourquoi ça ? Parce que si il y a une seule méthode, un point d'entrée par rapport aux autres qui utilisent une fonctionnalité différente, c'est que le but des autres méthodes n'est pas la même que celle qui a besoin de cette ressource supplémentaire. Peut-être que tu auras la nécessité de faire un héritage ou de créer une classe en plus pour apporter cette fonctionnalité en plus. Oui, tu peux l'encapsuler à travers une autre classe, c'est clair.
Je vous ai dit Après, que c'est une des possibilités qui reste acceptable. Sinon, c'est sûr que le constructeur, c'est beaucoup mieux. Après, typiquement, le cas que tu viens de donner, c'est clairement pas le bon à mes yeux, parce que tu devrais plutôt avoir un genre comme le nul logger, tu vois, qui justement fait rien. Ouais. C'est que si tu le passes comme en dépense, mais il fait juste un demi-traitement. Et tu utilises des feature Je suis flags complètement éventuellement. C'est un nul logger que je passe, que j'accepterais de passer dans ce genre de cas, ouais, effectivement. Mais pas forcément à travers le constructeur. je vous ai dit qu'avec Entity Framework, il y a l'héritage que j'aime pas non plus. Qui aime bien Entity Framework? C'est plutôt la question, et je crois que c'est peut-être le débat que tu devrais lever pour le prochain meetup. Et tu laisses Denis le présenter. Et en même temps, il va te présenter son outil à lui magique. Oui, il n'est pas magique l'outil. Il est juste mieux qu'Entity Framework, c'est tout. Voilà. À part qu'il ne fait pas d'async await. Pas encore, mais Ouais. j'y travaille. Ah, tu y travailles finalement? Ouais. Ah ouais, j'en ai besoin. Bien, bah écoutez, merci Damien pour cette présentation. Et ben maintenant, on va passer à notre Yoda préféré. Donc, Laurent qui va nous présenter GitHub Codespace. Ok, donc bonjour tout le monde. Il y a, je pense, 2 Ouais, semaines. c'est Yoda, en vert, c'est bon. Je vais faire une image pour la prochaine présentation, en vert, pour toi, Richard. Oui, donc il y a 2 semaines, GitHub a lancé les invitations pour la bêta de GitHub Codespace, qui est un outil qui est relativement intéressant. Donc je me suis dit, on en a parlé dans les news la semaine dernière, donc je me suis dit, je vais vous faire une petite présentation vite fait de ça. Donc qu'est-ce que GitHub Codespace? Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité de développer avec n'importe quel client et d'avoir toute la partie qui demande beaucoup de ressources hostée dans le cloud. Il est possible d'avoir 3 types de clients. Alors, on en verra 2 lors des démos. Une qui est complètement dans un browser, une qui est dans Visual Studio Code et une qui est dans Visual Studio 2019 par exemple. Ce qui permet, par exemple, dans le cas de Visual Studio, Microsoft a fait une démo où ils installent Visual Studio entre 3 et 5 minutes, parce qu'en fait, ils vont installer juste Visual Studio, le shell, sans tous les packages et tout ce qu'il faut autour, sans .NET Core, etc. Donc, comment ça marche? Au niveau de l'architecture, donc, il y a une partie qui est sur votre OS local, qui est la partie client. Donc, Visual Studio Code, dans ce cas-là, passe d'une version Fat Client où tout tourne sur votre OS à une version client et une version serveur. Donc, on passe d'une application Fat Client à une application Client Server. Ça a été toujours le but premier de Visual Studio Code quand ça a été créé il y a 9 ans, je crois, ça a commencé, le projet. L'idée, c'était d'avoir cette partie client-server et au final d'avoir quelque chose où on peut hoster Visual Studio Code complètement dans un web browser. Donc là, on arrive vraiment au résultat final de Visual Studio Code et ça a été étendu aussi à Visual Studio. Donc ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'en fait, on se retrouve avec la possibilité aussi d'avoir des extensions qui sont installées côté serveur et pas juste un Visual Studio Code complètement nu, quoi. Donc, au niveau de l'architecture, comme je disais, en fait, tout ce qui demande du CPU peut être délocalisé sur la partie serveur. Par exemple, quand on charge une grosse solution, quand on compile, quand on débug et tout ça, ça se passe côté serveur. Et donc, ça réduit en fait tout ce que vous avez installé localement sur votre environnement de développement, enfin votre machine locale. J'ai vu une démo où il y a un gars qui développait depuis son Surface Duo avec la partie haute, c'était Visual Studio Code dans un browser et la partie basse, c'était le clavier. Les 2 écrans. Enfin, il faut vouloir quoi, mais ouais, c'est possible. Donc, on va voir un peu une démo. Donc, là, je suis sur GitHub. C'est un peu plus gros.
Donc, c'est un petit projet où j'ai créé en fait 2 projets, une web app et une Blazor WebAssembly. J'ai aussi une branche où j'ai créé une Azure Function. Et en fait, ce sont les 3 projets pour l'instant, type de projets qui sont supportés dans GitHub Codespace. Donc, on va se retrouver avec un nouveau bouton code où on va pouvoir ouvrir son projet dans Codespace. Donc là, je vais devoir choisir mon projet. Et donc, on voit que je suis toujours dans mon web browser. Et en fait, il est en train de charger le Codespace avec Visual Studio Code, avec un rendu Visual Studio Code. Donc, ça prend quelques secondes. Si ça marche. Voilà. Donc, en fait, on va se retrouver... là, je suis vraiment dans mon web browser. J'ai une URL. Et je me retrouve avec mon projet, donc le README qu'on avait avant, que je peux éditer. J'ai mes sources. Donc là, je suis dans la branche où il y a l'Azure Function. Je vois dans la partie basse que je suis connecté à Codespace dans mon browser. Et donc, je peux naviguer en fait mon code comme si tout était sur ma machine. Je peux aller, bien entendu, voir le code, par exemple, du compteur de la Razor Page. Ce que je peux faire aussi, c'est lancer une session où je vais lancer mon application, si ça marche. OK. Donc, en fait, ce qui se passe, on voit que j'ai eu mon log, mon terminal, qui me dit que l'application a été compilée, que les ports sont exposés. Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'à travers un reverse proxy, en fait, mon application, elle tourne aussi chez GitHub, sur un serveur GitHub à ce moment-là. Et donc, à travers un reverse proxy, je vais avoir accès à une URL pour pouvoir voir le rendu de mon application. Et donc là, on se retrouve avec une application complètement normale où on devrait pouvoir, un peu lent, pouvoir fetcher les données comme dans une application Blazor normale. C'est juste le template, en fait, là. Et là, dans ton application, là, dans ta fenêtre de Blazor, est-ce que tu vois, si tu ouvres les outils développeurs, est-ce que tu vois les traces de ton application ou c'est les traces uniquement d'accès à ton application qui est hébergée chez le... Non, là, les traces dans mon terminal, c'est les traces de mon application Non, qui tournent. Attends, ouais. Ouais, quand tu retournes là sur l'autre onglet. Celui-là? Des fichiers? Non, l'autre onglet, en haut, l'onglet du navigateur, là où tu as ton application qui tourne. Là, pardon, oui. Voilà, ouais. Si là, tu fais apparaître les outils développeurs, est-ce que tu vois, par exemple, sur le réseau, c'est le réseau entre ton navigateur et le serveur ou les traces de ton application, vraiment? Tu vois, en fait, tu accèdes au reverse proxy de GitHub, quoi. Donc, en soi, l'application est exposée sur le net déjà. Voilà, c'est ça, ouais. C'est juste ça. Elle ne tourne pas sur ma machine, elle tourne sur un serveur GitHub, mais je peux l'accéder. Alors quand je la lance, elle écoute sur localhost, quoi. D'accord. Comme si on l'avait en local, quoi. Mais en fait, elle est à travers un reverse proxy, j'y ai accès sur le serveur. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est si je la start en debug. Ouais. Donc, normalement, maintenant, si je vais sur la page, je devrais pouvoir mettre un point d'arrêt. Ouais, j'ai mis un point d'arrêt sur le compteur.
Et quand j'arrive là, normalement, je dois pouvoir arriver sur mon debugger. Bon, ça marche pas. Mais normalement, ça marche. C'est l'effet démo, ça. Ouais, c'est peut-être l'effet démo. Non, c'est de la merde, GitHub. Pardon. Et donc, on peut voir aussi qu'on a certaines extensions qui sont installées. Donc là, encore une fois, je suis dans mon web browser et j'ai des extensions qui sont installées, comme l'extension c'est Sharp ou pull request de GitHub, etc. Donc ça, c'est dans le web browser. C'est assez intéressant quand par exemple, quand on veut faire une review d'une pull request. On peut naviguer dans le code sans avoir rien installé. Par exemple, si je veux regarder, je sais pas, quelque chose en Node.js et j'ai pas de Node.js sur ma machine, je suis capable de regarder ça relativement facilement. J'ai une question pour toi. C'est toi qui les as installés ou ça s'est installé tout seul parce qu'ils ont analysé le code qu'il y avait dedans? Non, c'est comme un Visual Studio normal. J'ai chargé ma solution. Il a détecté qu'il y a du C# et tu as un pop-up qui te propose d'installer les extensions qui sont les plus appropriées. Après, Azure Function, c'est moi qui l'ai installé. Ok, c'est pas par défaut alors? Non, pas par défaut. Certaines peut-être, mais LiveShare peut-être par défaut. Est-ce que c'est configurable comme le Visual Studio Code Remote Container? Tu peux le synchroniser. Ouais. Ok. Et donc, si tu ajoutes des extensions, la prochaine fois que tu vas revenir dans ton code space, tu auras tes extensions comme si tu étais dans ton Visual Studio Code en local. Exactement. Okay. Et puis, tu peux aussi avoir ton équipe qui utilise ton code space pour avoir déjà les installations des extensions qui sont préconfigurées et tout ça comme tu le veux, quoi. Okay. Donc, ça peut être un gain de temps. Mais au sein d'une même équipe, on peut avoir deux code space différents quand même. Pardon? Au sein d'une même équipe, on pourrait avoir des Visual Studio Code de code space différents quand même. Ah oui, oui. Ok. Non, mais tu peux avoir une configuration qui est partagée, en fait. C'est ça que je veux dire. Si tu ne vas pas accéder au même code space, parce que sinon tu serais sur la même... Enfin, tu ne vas pas bosser à deux sur la même machine, quoi. Après, tu peux très bien inviter aussi sur des live share à naviguer le code. Ça, je n'ai pas préparé de démo pour ça. Mais... Oui, Richard? Oui, là, c'est sur une application web. Quid si on fait une application, par exemple WPF, enfin avec un client. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai testé avec le WPF, ça ne marche pas parce qu'il te faut un même MS Build Windows et tout ça tourne sous Linux. Donc, comme je disais au début, en fait, les choses qui sont supportées, c'est les web apps, Blazor et les Azure Functions pour l'instant. D'accord. Donc après, ça c'est la démo avec le web browser. Je pense aussi, par rapport à ce que tu disais, c'est une vraie machine Linux qui est derrière. Donc tu peux accéder au terminal et demander de voir quelle version, c'est un Ubuntu. Et tu peux même installer des applications Linux, ou des composants, des commandes Linux en plus. Tout à fait. Donc c'est une vraie machine Linux, comme si tu avais tu vas faire un git status, git push, git... Oui, tu as accès au terminal. Donc après, la démo d'après, c'est là, j'ai vraiment une version de Visual Studio Code. Donc, comme on l'a vu dans l'architecture, c'est le Visual Studio Code que j'ai sur ma machine. Et je vais pouvoir aller avec le Remote Explorer, me connecter à mon code space au même qu'avant. Mais maintenant, la partie cliente tournera au sein de Visual Studio Code et non au sein d'un web browser. Donc là, j'ai besoin d'avoir quelque chose quand même d'installé sur ma machine. Et on voit que là, c'est ton Visual Studio Code, c'est ton Visual Studio Code que tu as installé en dur chez toi. Là. Voilà, exactement. D'accord. Mais tu as donc la possibilité aussi de te connecter à ton code space comme on l'a fait avant, quoi. C'est l'équivalent d'un LiveShare, j'imagine. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça, ouais. Sauf, si LiveShare, tu peux aussi partager ton application. Sauf que là, en fait, tu vas passer par un serveur. Le LiveShare, ce qu'il fait, c'est que quand tu lances ton application sur ta machine, tu peux exposer ton application qui tourne sur ta machine à d'autres personnes qui sont à travers Internet. Alors qu'avec CodeSpace, en fait, c'est l'application qui est sur le serveur GitHub qui va répondre à tes requêtes. C'est plus du remote container, là. Ouais, on
peut dire ça, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà en gros les possibilités. C'est un peu bête que j'ai pas pu vous montrer le debug. Peut-être essayer un coup vite fait là. Et là, pareil, donc le code, il est exécuté sur le serveur, quoi. Oui. Voilà, c'est juste si tu veux. La différence, c'est web browser ou Visual Studio Code. Mais le reste, le fonctionnement, c'est le client qui change. Mais le fonctionnement est exactement le même. Est-ce qu'on a une idée des configurations de machines qu'ils ont? Est-ce qu'on a besoin d'une grosse config pour des besoins, là, genre si tu veux ouvrir Roslyn ou des choses comme ça? Ouais, c'est sur le prochain slide. Ah, parfait. Je vais attendre. Le suspense. Oh, apparemment, le debug ne marche pas. Ça marchait l'autre jour, je ne sais pas. J'ai peut-être changé quelque chose qui fait que ça marche pas. Donc, voilà pour la démo. Et donc, le prochain slide. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est la bêta et c'est gratuit. Mais quand ça va sortir en tant que service, on aura ça sera payant. Et puis, on a les configs là. Donc, il y a 3 levels, basique, standard et premium. Et ça va jusqu'à 8 corps, 16 Go de RAM et 32 Go de SSD. C'est à l'utilisation, je suppose. Oui, c'est à un coût horaire. Et quand on ne travaille pas pendant 30 minutes dans un code space, il est coupé automatiquement. Est-ce que la mémoire est facturée? Est-ce que l'espace disque est facturé? C'est à ce que je sais, c'est juste ça, en fait. C'est ça, 8 corps, 16 Go, 32 Go. Et tout ça, c'est 0,33, enfin 34 $ par heure. C'est les seules infos que j'ai pour l'instant. En fait, c'est un copier-coller, entre guillemets, du online.visualstudio.com qui existe peut-être toujours. C'est le même produit. C'est le même produit. C'est ça. Ouais. C'est juste que c'est intégré dans GitHub. Du coup, comme c'est des machines, des machines virtuelles, des machines Linux disponibles, un effet détourné que moi j'ai déjà utilisé, c'est me connecter dessus, comme on a une console, pour exécuter une application. Ici, c'est une application .NET Core qui faisait du boulot pendant 5 heures. Et donc, au lieu de devoir monopoliser une machine chez nous, j'utilisais une machine Azure pour faire ça, quoi. L'avantage, c'est que tu fais un clic dessus, tu choisis juste la config que tu veux, basic, standard ou premium, et 15 secondes, enfin non, j'exagère, 2 minutes après, tu as ta machine qui est dispo et absolument. ton programme. Absolument. Il ne faut pas juste aller oublier de l'éteindre. Je suppose qu'il l'éteint aussi après dans online, c'est la même chose. Juste avant. Si elle est inactive pendant 30 minutes, elle s'éteint toute seule. Ouais, je vois. Et donc, ça marche aussi avec Visual Studio tout court. Oui, alors ça, je n'ai pas installé. Effectivement, ça marche avec Visual Studio. Il y a une vidéo en ligne sur le blog de Microsoft dans ce qui est DevTools, où ils montrent où ils installent ça, où ils installent le shell en 5 minutes à travers le Visual Studio Installer, et après ils se connectent avec CodeSpace. Et alors, je vais revenir à un sujet qui a été abordé aussi à la fin de notre épisode de la semaine dernière. Là, on parle de GitHub. Quid de Azure DevOps? Tu as des idées de savoir si ça va fonctionner aussi avec Azure DevOps ou ils abandonnent Azure DevOps? Apparemment, si le Visual Studio Online est abandonné, de ce que j'ai compris. Après, j'ai moins d'infos que vous. En tant que MVP, je pense que vous pouvez peut-être aller glaner un peu plus d'infos. D'après ce que je sais, c'est abandonné. Je me demande si ça n'a pas été même communiqué de façon officielle. Et donc, je pense que l'intégration de ça sera fait que dans GitHub. De toute façon, on peut se connecter sur n'importe quel Git, normalement, non? Ouais, tu peux. Et en plus, tu peux utiliser Azure Active Directory. Ouais. Se connecter sur n'importe quel Git avec quoi, tu voulais dire? Avec l'outil, avec quand tu es dans le navigateur, tu peux récupérer ton code directement qui vient d'un Azure DevOps. Comme si tu étais dans Visual Studio Code, tu te connectes à n'importe quel repo Git. Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Bon.
bien. Quand on regarde, si on se connecte sur online visualstudio.com, tu as un petit bandeau dessus qui te dit que Visual Studio Codespace est en train de bouger sur GitHub. Et donc, il sera retiré le 17 février 2021. D'accord. Donc, c'est officiel. Ouais. Bah, en gros, c'est juste un déplacement de serveur. Je veux dire, à part ça, c'est le même service, la même fonctionnalité. Et moi, je trouve ça plus logique de le mettre sur un service de type GitHub. C'est plus dans cette philosophie-là que de le mettre sur un Visual Studio, quoi. Enfin, ça, c'est mon avis. Bah, Ça cible un peu plus de users, quoi. Ouais, Oui. exactement. D'un point de vue monétaire, le choix, il est vite fait. Ouais, mais c'est plus lié à des projets de type open source. Moi, je vois très bien ça quand tu dois faire des validations de pull requests, des choses pareilles. Quand tu es dans du Visual Studio ou en entreprise lié à de l'Azure DevOps, bah, tu as souvent plus une infrastructure où tout le monde a sa machine, a son code de développement. On va moins vite se connecter sur un système online, je pense. Non? Ouais. Je sais pas. Bon, sûrement, ouais. Donc, je pense que le choix premier, c'est juste 50 millions d'utilisateurs versus je sais pas combien de centaines de milliers max. Ouais, mais dans ce cas-là, il désactiverait au plus vite Azure DevOps et il ne ferait que du GitHub et c'est pas réellement ça qui se trouve pour le moment. Il y a les deux en parallèle. Ouais, parce qu'ils peuvent pas supprimer Je suis un peu avec toi, Denis. Ouais. Denis président. Denis MVP. Ah non, il l'est déjà. Là, il y a une dernière chose peut-être que je peux vous montrer, c'est la partie déploiement en fait. Donc bon là je suis sur le site GitHub, je suis plus dans Visual Studio Code ou dans la version browser. En fait, on peut très bien aussi aller gérer les actions, le GitHub Action et le workflow depuis cet outil-là pour créer une build. Donc là, on va juste builder l'exemple en WebAssembly et le faire exécuter aussi directement par GitHub. Donc, encore une fois, je n'ai rien installé. Depuis mon web browser, je crée une application web Blazor dans ce cas-là. Je construis un workflow de CI/CD et je suis capable de, quand je commit dans mon repo, de déployer mon application sur mon site et d'avoir qu'il fonctionne. Sans bug. Sans bug, c'est le template de Microsoft, donc j'ai pas mis de code, ça va. Bien, voilà. Écoute, merci Laurent. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack. devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde la semaine prochaine, je suis preneur. N'oubliez pas d'aller sur Slack pour nous dire si vous avez des idées de démos, de présentation, voire même de présentation de produits. On est fortement demandeur, parce que pour l'instant, j'ai rien pour la semaine prochaine. C'est pas Amazon la semaine prochaine? Non, mais ça, c'est pour les podcasts. Ah oui, c'est juste. C'est pas pour les meet-up. Okay. Donc, si vous avez des idées de démos, n'hésitez pas à nous contacter sur le Slack. Et écoutez, bonne semaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci. Ciao. 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 Toujours épaté. Merci. Salut. Tu dis? La précision du timing, c'est incroyable. Ouais, le seul truc, c'est qu'il y a longtemps qu'on n'a plus parlé de Blazor, j'ai l'impression. Ouais.